Alors nous sommes ici dans le dernier épisode de cette série consacrée aux origines médiévales de la liberté et nous allons examiner l'essor du capitalisme et les premières réflexions sur l'économie. Et nous allons commencer avec un historien belge du XXe siècle qui s'appelle Henri Pirenne et qui a écrit un livre sur les cités médiévales. Cet historien souligne que dès le XIIe siècle, les villes-États italiennes comme Venise, Gênes et Florence présentaient tous les traits essentiels du capitalisme. Entreprises individuelles, progrès du crédit, profits commerciaux et spéculation. On a tendance à penser que le capitalisme serait né bien plus tard avec la révolution industrielle, et c'est notamment la thèse de Karl Marx, mais ici on comprend que les choses sont un peu plus complexes. Et Henri Pirenne souligne notamment l'expansion du crédit, c'est-à-dire le développement des échanges internationaux qui a stimulé l'utilisation de divers instruments de crédit tels que les lettres de change et les opérations bancaires permettant de financer les transactions et de faciliter les mouvements de capitaux. Alors, ceci nous conduit à la question du prêt à intérêt. Ce prêt à intérêt a été longtemps condamné dans les Écritures. Déjà, il était nommé usure, considérant que prêter de l'argent contre intérêt revenait à exploiter les emprunteurs vulnérables. Alors, effectivement, l'usure, c'est le fait de prêter à des taux d'intérêt très élevés en profitant du fait que des gens ont faim et n'ont pas d'autre solution pour survivre. Et l'Église voulait protéger ces personnes vulnérables. Bon, dans la pratique, on sait que l'usure existait et que l'Église fermait les yeux. Mais des historiens comme Jacques Le Goff, historien français du XXe siècle, soulignent que dès le XIIIe siècle, saint Albert le Grand avait théorisé la notion d'intérêt légitime, développée après lui par saint Thomas d'Aquin. Alors, l'idée ici, c'est que ces théologiens ont constaté que, avec le développement du commerce, le prêt à intérêt n'était plus destiné à la consommation, mais beaucoup plus à la production, et donc à l'investissement dans une logique d'entreprise. Ainsi, longtemps avant Adam Smith, ils avaient compris que le prêt à intérêt n'était pas de l'usure, mais donc de l'exploitation, mais une façon de permettre la rémunération du risque pour le prêteur et l'investissement pour l'emprunteur qui sont à la base du capitalisme. Un autre théologien, Nicolas Oresme, a été l'un des tout premiers critiques des manipulations de la monnaie par le pouvoir. Donc cet homme d'église a rédigé des traités de mathématiques, de politique et d'économie, et en particulier un traité sur l'origine, la nature, le droit et les mutations des monnaies. Dans ce petit livre, Oresme trace les contours d'une politique monétaire juste et saine, et il condamne l'altération des monnaies comme une forme de tyrannie. Alors qu'est-ce que l'altération des monnaies? Eh bien, ou aussi dit aussi mutation de la monnaie, eh bien c'est le fait de réduire la quantité de métal précieux contenu dans ces pièces afin d'en augmenter la quantité. Il s'agit alors d'une forme primitive d'inflation, c'est-à-dire de réduction de la valeur de cette monnaie par l'augmentation de la quantité de la masse monétaire. Eh bien la monnaie se déprécie. Et Oresme soulève alors d'emblée une question centrale, l'inflation est-elle utile ou non pour la communauté? Alors la réponse d'Oresme est très claire, les altérations de la monnaie profitent à certaines personnes au détriment d'autres. Elles sont donc injustes. Les gagnants des altérations de la monnaie ont un intérêt matériel à les mettre en place. En règle générale, ces gagnants sont les hommes au pouvoir. C'est ensuite un jeu à somme négative. Nicolas Oresme souligne que les altérations de la monnaie ne sont pas simplement un jeu de redistribution en faveur du pouvoir, elles entraînent des pertes globales. Le jeu est à somme négative. Enfin, il conclut que les manipulations monétaires sont pires que l'usure. Oresme a mis en lumière les conséquences néfastes de l'inflation sur l'économie, soulignant qu'elle perturbait le commerce, encourageait la fraude et créait une instabilité financière. Ainsi, son analyse préfigure les concepts clés de la pensée économique moderne. Le capitalisme et l'éthique chrétienne. En effet, le christianisme appelle les hommes à œuvrer pour l'amélioration du monde, à combattre le mal et à aimer leur prochain. Nous en avons parlé avec l'éthique biblique, nous avons dit qu'il s'agissait d'une éthique dissymétrique, c'est-à-dire qui appelle le chrétien à lutter contre toutes les formes de souffrance et de misère et à pratiquer la compassion. Or,
le capitalisme en tant que système économique libre, fondé sur la propriété privée, sur les contrats, sur l'échange volontaire, eh bien, est un outil qui permet de sortir l'homme de la misère et d'améliorer sa condition morale. Sachant que, à partir du moment où la prospérité se développe, eh bien, se développe également l'éducation et la culture. Ainsi, les villes italiennes du Moyen-Âge ont jeté les bases d'une économie capitaliste. Leurs pratiques innovantes ont donné naissance à des concepts économiques fondamentaux qui ont façonné le monde moderne et dont nous parlerons évidemment avec la suite. Alors, pour conclure sur le Moyen-Âge, eh bien, le capitalisme a pris naissance dans un contexte religieux, bien avant la réforme protestante. Ici, on peut critiquer la thèse de Max Weber, qui justement associait le capitalisme, la naissance du capitalisme, à l'éthique protestante, mais finalement, de nombreux historiens soulignent que l'éthique biblique existait bien avant la réforme protestante. En effet, le capitalisme est le meilleur moyen d'améliorer la condition matérielle et morale des individus. Seule une économie libre, fondée sur les droits de propriété et la coopération volontaire, est capable de sortir l'homme durablement de la misère.